Bonjour, donc je ne remercie pas François Jérôme, vous avez compris, car le sujet est en effet compliqué et polémique pour trois raisons. D'abord parce que les pédiatres passent leur temps à vacciner les enfants, donc je suis pédiatre. La deuxième chose, parce que ce vaccin spécifiquement pose le problème en effet de son intérêt et je dirais un peu du lobbying qui est fait sur ce vaccin, avec, vous savez, certains pays d'Europe qui ont interrompu transitoirement la vaccination, puis qui l'ont reprise, avec, comme toujours, quand il y a une campagne de vaccination extrêmement pushy, où on vaccine plusieurs milliers, voire millions d'ados au même moment, on a toujours la crainte de voir apparaître un événement et après, on va tous se battre pour savoir si cet événement a eu lieu, s'il est significatif ou non. Donc, je vais me contenter de vous rapporter une histoire d'un cas particulier qui nous a posé question. Et je pense que les questions qu'il a posées, en fait, résument bien la difficulté d'analyser les événements rattachés à ce vaccin à l'heure actuelle, et avec des prises de position, en effet, dans la littérature, qui sont assez virulentes, et avec beaucoup de prudence ou de lâcheté de pas mal de gens. Alors, cette jeune fille, donc Marion, c'est une jeune fille qui n'a aucun antécédent particulier, 14 ans, scolarisée normalement, élève brillante. Et 10 jours après la seconde injection de garde d'asile, elle développe un trouble particulier où elle se met à dormir toute la journée, plus de 8 heures par jour, avec, quand elle est réveillée, manifestement des troubles de la concentration. Il n'y a pas de fièvre, elle n'a pas été malade les jours précédents, elle n'a pas fait la grippe, elle n'a strictement rien fait. Et elle a cette somnolence diurne avec une inversion un peu du rythme unitéméral. Elle a du mal à dormir la nuit avec une agitation, alors que dans la journée, elle dort des heures entières. Et ceci amène à une déscolarisation pendant environ 3 semaines, puis les choses s'améliorent, mais elle reste lente et avec des difficultés de concentration, alors que c'était une très bonne élève. Et donc elle a un premier bilan qui est fait en ville, qui comprend une IRM cérébrale qui montre, on va revoir les images après, un hypersignal très localisé avec séquence T2 et flair pariétale, rien d'autre de plus sur cette IRM. Elle a une évaluation neuropsychologique avec des tests justement sur la mémoire, sur le fonctionnement logique et autres, et où il n'y a pas de déficit notable signalé par le neuropsychologue qui le fait. Et puis ça va s'améliorer avec une hypersomnie donc, qui va disparaître. Elle avait aussi des sortes de comportements compulsifs où elle fuguait, où elle rentrait dans un magasin, elle volait quelque chose, puis hop, après, elle ne savait plus pourquoi elle l'avait fait. Et donc, il est conseillé aux parents de faire un suivi pédopsie de cette jeune fille. Jusque-là, on est dans la pédiatrie, je dirais, presque banale. En fait, ça ne va pas du tout s'améliorer parce que quelques mois plus tard, elle reconsulte parce que là, manifestement, il y a des éléments de désinhibition frontale avec des comportements hyper-familiers, une jeune fille qui se déshabille dans la rue, qui va avec n'importe quel homme qu'elle ne connaît pas, avec un trouble du jugement important, elle a de nouveau une évaluation cognitive, et vous voyez que de l'élève brillante, on passe à une élève qui manifestement a une dégradation sévère de ses fonctions cognitives, avec un trouble mnésique associé. Alors, les images initialement de l'IRM montrent un hypersignal périventriculaire qui n'est pas du tout banal chez l'enfant en pédiatrie en séquence flair, un nouveau bilan est donc refait avec cette fois-ci, je dirais, la grosse artillerie pédiatrique, c'est-à-dire un électroencéphalogramme qui montre quelques ondes lentes, une ponction lombaire qui montre une synthèse intrathécale, donc il se passe bien un événement immunologique dans ce LCR, pas d'éléments, un interféron normal, toute une batterie d'anticorps antineuronaux dans le sang, dans le LCR, qui sont négatifs, toutes les recherches de maladies auto-immunes imaginables par les pédiatres neckeriens sont négatives, l'enzyme de conversion est normale, toutes les batteries de sérologie virale ne font rien sortir, et en particulier on ne retrouve pas de traces d'une infection semi-récente. Elle a un body scan dans l'hypothèse d'avoir une lésion tumorale et qu'on soit devant une entre guillemets encéphalite paranéoplasique, donc vous voyez qu'on
n'a pas envie, ou en tout cas on cherche autre chose que cette histoire vaccinale, même si les parents sont formels sur le profil de l'histoire. Et sur le plan de l'imagerie, on a une image qui est apparue, qui s'est accentuée par rapport à ce qui avait été décrit sur la première IRM de ville que je n'ai pas, et qui va se confirmer. Donc en séquence T2 et FLAIR, vous voyez que c'est un aspect circulaire tout à fait particulier. Alors, après avoir fait tout ce bilan brillant, on prend l'avis des spécialistes de médecine interne adultes en se disant elle a 14 ans, on a peut-être loupé quelque chose, c'est autre chose. Et puis on finit, tout ça a pris à peu près une quinzaine de jours, on finit par décider de la traiter par bolus de corticoïdes et on va avoir une impression d'amélioration pendant un mois. Où en effet, les parents trouvent qu'elle est mieux, et puis cette amélioration va être extrêmement brève, puisqu'elle va réaggraver ces troubles comportementaux qui vont nous amener à une hospitalisation en pédopsychiatrie en milieu fermé, du fait de l'importance des troubles comportementaux, de l'impulsivité, de sa désinhibition, avec des fugues répétées. Fugues, j'entends dans le sens où elle s'échappe et on la retrouve dans un lieu où elle ne sait absolument pas pourquoi elle y est. Et ce qu'elle y fait, ce qui va nous amener à établir des relations rapprochées avec la brigade des mineurs, puisqu'on les appelle à peu près tous les 15 jours, et sans solution évidente. On refait des bolus de solumédrol, on décide d'associer l'imurène, là aussi toujours en discussion avec nos collègues adultes. On refait un second bilan, je vous repasse la liste, on refait toute une batterie avec une nouvelle ponction lombaire qui montre toujours cette synthèse intrathécale. On ne retrouve strictement aucun autre marqueur et la dégradation cognitive va persister avec des comportements fugueurs de plus en plus sévères. Et en fait, cette jeune fille va fuguer à un moment de façon définitive. Elle va être perdue de vue pendant 2 mois et elle sera retrouvée décédée. Alors, la question de fond, c'est qu'est-ce que ça a comme rapport avec cette histoire vaccinale? Alors, les imageries cérébrales, bien évidemment, alors j'ai pas de boupettes et de belles couleurs à vous montrer, mais l'imagerie cérébrale, on avait plutôt l'impression au fur et à mesure de nos traitements que la lésion s'était un peu amendée, mais il persistait toujours ces anomalies de signal périventriculaire et nous n'avons strictement rien eu d'autre comme anomalie évolutive dans l'imagerie. Et donc il y a eu beaucoup de discussions bien évidemment avec les parents et avec la pharmacovigilance où on les a appelés en leur disant quand même qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez d'autres cas? C'était en 2009, donc au début de la campagne vaccinale française, hein, puisque le début dans les autres pays d'Europe c'est 2007 et chez nous c'est 2009. Et donc la pharmacovigilance nous répond à ce moment-là, écoutez, il y a 5 cas rapportés cette année-là de maladies démyélinisantes aiguës dans les 21 jours qui ont suivi le vaccin. Voilà, vous pouvez regarder, c'est tout ce qu'on a. Et nous, depuis qu'on a commencé donc, le vaccin, c'était 1 an donc après le début, on a 10 affections démyélinisantes qui nous ont été signalées. Toutes ont suivi le vaccin de moins d'1 mois, c'est les seules qui ont été retenues. Voilà. Nous, pendant cette histoire date de 2009, depuis, qu'est-ce qu'on a constaté? Alors, on a constaté deux autres patients qui sont arrivés avec des tableaux qui sont moins sévères et qui ont moins mal fini, mais de manifestations neurologiques qui sont toujours surprenantes pour nous parce que à l'imagerie cérébrale, pour une, on avait un aspect d'œdème cérébelleux, c'était 15 jours après le vaccin avec une hypersignal, l'autre une anomalie de la substance blanche, un peu comme la jeune fille que je vous ai montrée. Et dans les 2 cas, c'était des tableaux purement, entre guillemets, neuropsychologiques ou psychiatriques, c'est-à-dire un trouble comportemental avec une fluctuation de l'humeur, une désorientation, et pour celle qui était étiquetée ADEM, un trouble, je dirais, plutôt des inhibitions frontales, qui ne sont absolument pas les tableaux classiques que nous, on voit dans les maladies démyélinisantes aiguës de l'enfant, où généralement on a des troubles de conscience et on a avant tout des signes neurologiques bruyants. Dans le même temps, on a eu aussi un cas de myélite aiguë dans les 3 semaines qui ont suivi un deuxième vaccin et un cas de Guillain-Barré. Alors tout ça, ça ne fait pas une histoire, en tout cas ça ne permet pas de conclure.
mais ça pose question, et surtout quand on essaie de lire, de se donner des arguments. Oui, j'ai oublié de vous dire que les autres enfants avaient aussi une synthèse intratécale dans le LCR, donc on n'avait pas de réaction cellulaire, une synthèse intratécale toutes les fois, sans bande oligoclonale, donc pas un profil de CEP. Alors, que dit PubMed? Parce que, évidemment, comme on est dans une grande période de campagne de vaccination, ça dit beaucoup de choses. D'abord, là, depuis janvier, je peux vous dire qu'il y a 15 articles à peu près qui sont tombés. Et les 15 parlent avant tout de l'intérêt de vacciner, de l'observance du vaccin, du fait de, en gros, du devoir vaccinal et du fait que ça marche bien d'être vacciné parce que beaucoup de gens sont vaccinés. Donc, je vous ai repris ce papier qui date donc de mars 2015, qui couvre la période 2007-2014, qui est donc une méta-analyse, qui a repris tous les papiers précédemment signalés. Il y a 661 articles, vous voyez qu'il y a à moudre. Et en fait, ce papier, il en ressort, je vous lis les grands messages que veut donner ce papier. On a une diminution significative des infections à papillomavirus dans la population de filles vaccinées de 14 à 20 ans. Évidemment, on ne peut pas parler du cancer parce que de toute façon, pour l'instant, il n'y en a pas et on est trop tôt. Et il n'y a pas une ligne sur les effets adverses de cette vaccination. Donc, ce papier qui est une méta-analyse de 661 articles ne considère pas que c'est un sujet dont il faut parler. La deuxième chose, c'est qu'on retrouve des petits papiers de ci, de là, dont ce papier qui a été publié par les Portugais, qui signale 4 épisodes de démyélisation aiguë chez des adolescents dans le mois qui suit le vaccin, là aussi avec des troubles avant tout psy, mais une évolution moins sévère que celle que je vous ai décrite. Et puis alors, comme toujours, il faut avoir de l'espoir, donc je vois un papier qui est publié dans JAMA, 2015 aussi, là sur la même période, sur les pays Suède, Danemark, et qui essaie de voir si, depuis qu'on a instauré ce vaccin, il y a eu bien évidemment, comme d'habitude, une augmentation de la prévalence des manifestations multiple sclérosis, donc pour sclérose en plaques, et de ce qui est appelé ADEM, qui sont les encéphalites aiguës de la substance blanche. Et là, vous voyez, ils ont une population de, j'ai un peu arrondi, parce qu'autrement c'était un cauchemar, mais de 3 980 000 femmes. Vous avez femmes en âge d'être vaccinées. Là-dessus, nous en avons 790 000 qui ont été vaccinées. Et durant la même période, il a été rapporté, donc dans ces deux pays, signalé 4 322 cas de sclérose en plaques, 3 330 cas d'ADEM, donc ça c'est la fréquence survenue dans ce pays de ces événements. Et il y en avait 73 qui étaient chez les patients vaccinés pour les scléroses en plaques et 90 ADEM chez des jeunes filles vaccinées. Il s'agit toujours de jeunes filles, donc la tranche d'âge 14-20 ans. Alors par une simulation statistique que je ne remets pas du tout en cause et qui est la méthodologie classique, la conclusion du papier, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de l'incidence durant la période vaccinale dans la population générale et dans la population vaccinée de sclérose en plaques et d'encéphalite aiguë démyélisante. C'est-à-dire qu'on a le nombre, entre guillemets, attendu d'événements classiques sur cette période-là. Donc, ça repose toujours la question de savoir si cet événement survient de façon inopinée, il n'a aucun rapport, ou s'il en a un. Alors, il y a un autre papier qui est là aussi, la surveillance donc, des événements démyélinisants, c'est 2014, vous voyez que tout ça est assez frais, post-vaccinal, mais évidemment le titre annonce la couleur et surtout la conclusion, c'est il y a pas plus de maladies auto-immunes neurologiques depuis la campagne de vaccination, c'est idem à la fréquence attendue. Alors après, il faut lire un petit peu attentivement, c'est quand même un papier qui est publié, c'est les médecins, mais ils sont tous salariés de GSK, qui est quand même le labo qui commercialise le vaccin. Et quand on regarde un peu attentivement les derniers papiers, il y a vraiment un problème de conflit d'intérêts parce qu'on retrouve quasiment au moins toujours un ou deux auteurs à l'intérieur des papiers qui émargent chez GSK.
Donc, ça va nous poser des problèmes d'interprétation. Alors, après, dans le papier, il y a quand même les événements qui ont été signalés sur 4 ans en Grande-Bretagne, dans les 8 jours ou les 4 semaines qui ont suivi le vaccin. Vous voyez qu'il y a eu 19 cas de paralysie faciale, 14 cas de Guillain-Barré, 8 cas de névrite optique, 7 cas de lupus, j'ai gardé surtout les formes neurologiques, 5 cas de sclérose en plaques, 6 cas d'encéphalite et 6 cas où c'est des paralysies, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, entre parenthèses, je vous ai mis retenu, parce que, évidemment, comme toujours, quand ces événements surviennent, il y a une expertise, et il ne faut absolument pas la remettre en cause, il faut prévoir quelle grille de lecture est utilisée. Et donc, sur les 19 cas signalés, 5 simplement ont été retenus comme, entre guillemets, potentiellement imputables ou reliables à la vaccination. Et vous voyez que c'est pareil pour le Guillain-Barré, pour la névrite optique et donc pour tous les événements signalés. Alors, ce type de méthodologie, elle est classique il y a le même travail qui est fait en France, mais je n'ai pour l'instant pas les résultats. Alors, ma conclusion, elle est un peu mitigée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de publications sur la bonne tolérance de ce vaccin, mais quand on parle de la tolérance, on vous parle des réactions cutanées, de petites choses, un peu de fièvre, des choses comme ça. Sur le fait qu'on s'est vachement amélioré sur la couverture vaccinale, c'est-à-dire qu'on a réussi à vacciner des gens, que quand on lit les papiers, il y a quand même quasiment tout le temps les labos impliqués dans les papiers, et qu'on a donc beaucoup de mal à faire la part des choses. C'est-à-dire, en effet, il n'y a pas d'augmentation d'incidence avec la méthodologie calculée, mais est-ce que ça dispense d'un lien de causalité entre les événements déminimisants signalés et le vaccin? Certainement pas. Et est-ce que ça donne des tableaux particuliers qui ne sont pas ceux d'une classique encéphalite, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, ou cérébellite telle que nous on les voit en pédiatrie? Ça demanderait probablement une analyse beaucoup plus fine des dossiers, ce qui n'est pas fait. Le troisième point, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de prédisposition individuelle? Alors nous, les patients, on leur fait un phénotypage HLA et autres pour voir s'il n'y a pas un profil plutôt prédisposant à la CEP, ils ne l'avaient bien évidemment pas. Est-ce que c'est autre chose? Et de toute façon, les tableaux neurologiques que l'on constate ne ressemblent pas aux tableaux classiques post-infectieux tels qu'on les connaît. Donc il y a probablement des choses à creuser, même si je reste extrêmement prudente et je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner ou autre. Je vous rappelle, je suis pédiatre, je vaccine pas tous les jours, mais j'ai vacciné tous les jours à un moment. Les enfants ont un programme vaccinal qui est clair, mais par contre, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y a probablement pas une analyse suffisamment fine lorsqu'il y a des événements qui se produisent pour comprendre les mécanismes qui sont derrière. Le dernier point, qui là aussi est très pédiatrique, c'est que ce qui est surprenant jusqu'à maintenant, c'est que chez les enfants plus petits, on a en fait très peu d'enfants qui consultent avec leurs parents pour des manifestations entre guillemets musculaires. Je reviens à notre groupe d'intérêt commun, c'est-à-dire que on a cette plainte et on voit un peu le profil que tu décris, en tout cas de fatigue chronique, et sur des grands ados, mais sur la tranche des petits-enfants qui ont quand même leur premier vaccin à l'âge de 4 mois, donc on pourrait s'attendre à avoir des enfants de 3 ans, 5 ans, 6 ans, et Dieu sait si on voit en consultation des plaintes et des symptomatologies, on n'a pas le profil que vous décrivez vous chez les adultes ou les grands adolescents. Donc il y a sûrement des choses à creuser, mais ce qui en tout cas m'a frappé pour ces atteintes centrales, c'est que je pense que même si on les appelle affections démyélisantes ou sclérose, pseudo-sclérose en plaques et compagnie, c'est parce que c'est une vision simplifiée du tableau et qu'en fait c'est autre chose et que ça demanderait d'être affiné.